exactement. Je vais vous parler d'un sujet qui a vu le jour il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et je vais vous parler de données AIS. On en a fait un petit peu parler avec les présentations passées, mais c'est un système qui a vraiment révolutionné la manière dont les océans sont connectés. Donc, prévu à la base pour une meilleure connaissance du positionnement des navires et limiter les risques d'abordage entre navires. Il est aujourd'hui utilisé pour tout un tas d'activités, notamment suivi de la pêche, on l'a vu juste précédemment. Et EOTIN l'utilise d'une manière différente, en exploitant les données AIS et le trafic maritime pour observer les courants marins. Donc, je vais parler un petit peu de notre technologie dans les premiers slides, puis je parlerai ensuite d'un projet en cours avec la société CMA-CGM. Normalement, CMA-CGM doit prendre la parole. Tout à fait. Arwan doit nous rejoindre normalement par visioconférence. Qui présentera de manière plus générale son activité numérique autour de la donnée dans le shipping. Vous allez assez vite voir le lien entre ce que fait EOTIN et CMA-CGM, justement, dans le cadre de cette présentation. Donc, je vous ai dit qu'EOTIN exploitait des données AIS, et l'idée qui est à la base de la création de la société, c'est d'exploiter le navire comme capteur. Donc, plutôt que d'aller déployer des capteurs en mer pour observer les courants marins, on utilise le navire comme capteur d'opportunité, et c'est grâce à un algorithme de machine learning et l'exploitation de données AIS qu'on est capable de remonter une information sur la dynamique océanique, le courant, mais également le mouvement des vagues, donc en temps réel et à l'échelle de la planète. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo, alors pas celle-ci, mais la suivante, le slide d'après. La suivante, si vous voulez bien. Voilà. Donc là, vous allez voir notamment un exemple de données de trafic maritime au large des côtes algériennes. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, des données AIS collectées à la fois par des récepteurs côtiers et par des satellites. Et donc, cette masse de données, ces données que vous pouvez observer à l'écran, nous les exploitons pour observer les courants marins. Vous voyez sur la vidéo apparaître au niveau de l'Algérie, vous voyez des tourbillons qui se déplacent un peu à la mesure des dépressions dans l'atmosphère et qui sont visualisés simplement par l'analyse de comportement de navire, les accélérations, décélérations de navire. Et donc, ça permet finalement de mettre en place un système de monitoring des courants marins planétaires, temps réel, simultané, qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Donc, quand je dis que ça n'a pas d'équivalent, on va passer au slide suivant, s'il vous plaît. C'est que, donc, on a, comme vous voyez à l'écran, une capacité à suivre de manière assez complète la dynamique océanique. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une carte de densité de trafic maritime. Donc, il y a à peu près 10 jours de données AIS sur la carte. Et donc, pour EOTIN, chaque point coloré de cette carte, c'est un point de mesure. Donc, ça vous donne une idée de la capacité d'observation qui est assez étonnante et qui est basée sur la connectivité des océans, parce que c'est le thème de la journée. Donc, si on peut passer à la vidéo suivante, vous allez voir simplement un autre exemple de rendu qui montre comment c'était censé bouger, mais c'est probablement un problème de connectement. Vous pouvez laisser comme cette façon, peut-être. Donc là, c'est Gulfstream, au milieu de l'Atlantique, qui est observé aussi avec la même technologie, les données AIS, et une capacité à suivre l'évolution du trafic maritime grâce à ce système embarqué. Donc, diapositive suivante. Et donc, pour compléter ce que je disais par rapport à la révolution qui est à l'œuvre grâce à la donnée numérique au niveau maritime et à l'avènement de l'AIS, donc la manière de suivre les courants marins à l'échelle de la planète de manière historique, et depuis les années 70, la méthode dominante, c'est l'altimétrie satellitaire qui permet de suivre les variations de hauteur d'eau dans les océans et d'en déduire un courant théorique qu'on appelle le courant géostrophique. Et donc, si vous appuyez sur et donc, EOTIN arrive là maintenant avec une capacité complémentaire de l'altimétrie pour observer les courants, donc avec une résolution inédite. Merci. Et donc, je vous ai dit, EOTIN créé justement pour valoriser une technologie de rupture pour observer les courants marins à partir de données AIS. Mais derrière, ce qu'on essaye de faire également, c'est développer des services à valeur ajoutée à destination du monde maritime. Et notamment un service qu'on a baptisé Seawave, qui s'intéresse au routage maritime et qui vise à exploiter les données de courant produites par EOTIN pour sélectionner les routes optimales et diriger les navires de manière à ce qu'ils fassent des économies de carburant. Donc, slide suivant. Donc, c'est un service qui est en cours de développement. Hein. Les enjeux sont majeurs pour les armateurs, notamment dans le domaine du transport maritime et des ports containers. C'est pas CGM, on en parlera tout à l'heure. Mais simplement pour vous donner une idée, le budget carburant de société comme CMA à l'année, et on le confirmera ou l'infirmera parce que c'est des chiffres qui évoluent de manière permanente, mais à l'année, c'est 7 milliards de dollars. Donc, un routage efficace grâce à une technologie telle que celle que propose EOTIN, c'est 3% d'économie sur ces 7 milliards de dollars. Donc, ça
vraiment des enjeux qui sont non négligeables pour la communauté maritime et le transport maritime en particulier. Donc Seaways vise justement à atteindre ce niveau de performance de 3% et permettre à nos clients de faire des économies substantielles et de moins polluer l'atmosphère avec des enjeux importants aussi en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ce que vous allez voir à l'écran, c'est donc une des composantes du service Seaways qui montre un petit peu également comment Eodine utilise la connectivité dans les océans pour développer son service. Donc là, vous avez deux navires sur la carte. Donc un navire, le Jules Verne de CMA-CGM, partenaire de la mise au point du système, et Brittany Ferries, avec lesquels on collabore également. Et donc, ce que vous allez voir là, c'est finalement le rendu d'un boîtier qu'on a installé à bord des navires de CMA-CGM et de Brittany Ferries pour rendre disponible un service de montage court terme directement à bord des navires, pour les navigants. Donc ça fait un petit peu écho à l'Ocean Box de Talos qu'on a vu juste précédemment. La différence étant que pour ce qui nous concerne, on fait un focus sur la donnée AIS. Si vous cliquez sur le slide, vous allez voir également une vidéo qui explique un petit peu le concept. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de collecter grâce à l'IOBox les données AIS autour du navire et de produire en local une information sur les courants marins qui va intéresser les navigants et en même temps d'alimenter nos serveurs avec des données collectées directement en mer, collecte complémentaire de ce qui peut être fait par satellite ou par récepteur côtier. Ça fait partie des éléments importants en termes de services à bord qui reposent également sur la connectivité. C'est du temps réel, c'est quel type de... C'est du temps quasi réel. Là, on a un upload des données toutes les heures et on pourrait descendre si c'était nécessaire, mais par rapport à notre emploi de la donnée. Donc là, c'est toujours le Jules Verne de CMA-CGM qu'on voit dans l'océan Indien, le navire vert et donc les données AIS collectées autour du Jules Verne qui arrivent sur nos serveurs. On imagine que ça va être crucial d'avoir ces données d'année en année, de mois en mois, pour voir justement l'évolution dans la mer de tout ce qui est changement climatique, le changement des courants. Ça va être précieux de suivre ça de près. C'est finalement mon slide de conclusion. Mais c'est clair, on y arrive. Mais là, simplement un rendu de la plateforme de bêta de Seaways, telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc, sur le dernier slide de mémoire, si je ne me trompe pas, vous avez justement un lien vers justement tout ce qui touche aux enjeux sociétaux liés à l'observation des courants marins en temps réel et à l'échelle globale. Donc, au-delà de Seaways, il y a une économie substantielle à faire au niveau économique, et il y a également un impact sur tout un tas de services ou de sujets maritimes, concentration de plastique dans les océans, où est-ce qu'ils se dirigent, est-ce qu'il y a des filières qui peuvent être mieux connues grâce à la technologie que développe Eodine. Là, il y a un enjeu de mutualisation et de répertoire ou de base dans lesquelles vont s'accumuler ces millions et ces millions d'informations très importantes. Donc là, il y a un enjeu de faire il ne faut pas faire un musée, il faut faire quelque chose d'utile. Voilà, exactement. Et puis si on revient peut-être sur des applications plus concrètes, il y a l'escapèche précédemment qui parlait de pêche, une capacité à suivre également les tourbillons en temps réel sur des zones de concentration de plancton, potentiellement des zones de concentration de poissons. Donc ça permet finalement aux pêcheurs aussi de réduire leur consommation de carburant, ciblant un petit peu les zones de pêche. Bien sûr, voilà, il y a des enjeux là aussi intéressants pour cette communauté-là également. Voilà. Donc je vais passer la parole à Edouard s'il est dans les mains. Très bien, merci beaucoup Yann, passionnant cette vision et cette plongée au cœur des écosystèmes. Erwan, donc est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on vous entend? Je vous entends très bien, est-ce que vous m'entendez? Ah super, on vous entend bien aussi. Parfait. Donc Yann a parlé de cette collaboration avec CMA-CGM. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire, alors pendant qu'on trouve les images, vous m'entendez toujours Erwan? Oui, alors par contre, je n'ai pas envoyé mes slides, est-ce que je peux essayer de les partager de mon côté? Oui, alors voilà, c'est ce qu'on va faire. Là, on vous a à l'image, très bien. C'est parfait, bonjour. Et si vous partagez votre écran, on va l'avoir nous ici aussi. Voilà, c'est ce qu'on a. Okay, aujourd'hui, les enjeux environnementaux pour un leader mondial du transport maritime. On Très vous bien. écoute. Merci, merci de m'avoir du coup donné la parole. Donc, je m'appelle Erwan Jacquin, je suis directeur recherche et développement de CMA-CGM, qui du coup est engagé, comme je vais vous le présenter là, dans une petite course par rapport à la réglementation et à l'environnement.
Rapidement, CMA-CGM, je pense que tout le monde connaît, mais c'est un groupe qui est en très forte croissance. On a aujourd'hui un chiffre d'affaires autour de 30 milliards. On opère, alors les chiffres ne sont pas à jour, on opère en ce moment plus de 600 bateaux avec à peu près 200 navires en propriété. Et voilà, on transporte donc des conteneurs à travers le monde euh, avec différentes routes maritimes qui sont définies un petit peu partout. On a une flotte relativement moderne de navires avec une stratégie d'opérer des navires efficients. Donc, ça nécessite des efforts de R&D, de développement spécifique. Et on a un focus en ce moment, du coup, sur l'environnement pour plusieurs raisons. Déjà parce que le groupe s'est engagé vers la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est un engagement sociétal de la famille Saadé qui dirige cette entreprise. Et par ailleurs, une réglementation qui est de plus en plus forte et qui est d'ailleurs en train de se discuter en ce moment à l'OMI, au MEPC 76, et qui va définir d'ici la fin de la semaine on va dire, les contraintes environnementales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la flotte maritime, et cela à partir de 2023. Donc vous voyez, c'est des échéances qui sont extrêmement courtes. Donc, pour réussir à assurer cette transition énergétique, on a plusieurs piliers, puis je reviendrai après un peu plus en détail sur la partie du coup Smart Ship. Mais on a différents leviers. On a des leviers sur l'énergie, donc comment choisir le mix énergétique, quelles sont les nouvelles molécules bio ou e-fuel qu'on pourra mettre à bord des bateaux, avec des challenges technologiques qui sont relativement incroyables, puisque les molécules dont on parle aujourd'hui beaucoup dans la presse, l'hydrogène, pour ne pas le citer, et puis dans le maritime, on parle aussi d'ammonia, de méthanol, restent des molécules qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre, des points de vue de sécurité, tout simplement, par exemple. Et c'est les raisons principales pour lesquelles on ne l'utilise pas aujourd'hui. Donc, on a un énorme challenge à le relever avec les chantiers navals, les bureaux de design pour réussir à intégrer ces nouvelles énergies. On doit évaluer un certain nombre de leviers de décarbonation, parce que sur un navire, on peut faire énormément de choses. Je crois que Laurent, tout à l'heure, en a parlé, Laurent de Shift Studio. On est dans cette même démarche pour essayer de développer des modèles énergétiques, d'identifier les gains, les optimisations possibles. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi en cours. On développe toute une flotte de green ship, donc des nouveaux designs qui sont basés sur les technologies dont j'ai parlé juste avant, et aussi un plan de rétrofit. On est capable aujourd'hui, parce qu'on est amené à baisser la vitesse des bateaux, du coup, le design initial du bateau n'est plus conforme à l'opération. Et je crois que Laurent aussi en parlait tout à l'heure. On peut jouer dans le design, mais si on ne joue pas dans l'opération, ça ne marche pas. Et c'est bien le cumul des deux qui fonctionne. Et donc, aujourd'hui, quand on change les opérations d'un bateau, notamment la vitesse, eh bien, il faut changer la carène. Alors, on ne change pas toute la carène, on change le bulbe, on arrive à changer l'hélice, parfois quelques energy saving devices, qui sont des petits dispositifs qui permettent de réduire la consommation. Et donc là, il y a un énorme aussi travail de plan de rétrofit qui est engagé chez CMA-CGM pour les années qui viennent. Le dernier élément, puis je reviendrai après sur Smart Ships et opérations, c'est les terminaux. Donc, on a aussi besoin d'optimiser le temps passé à quai et l'énergie à quai. Donc là, il y a tout un programme sur les terminaux. Et autrement, donc, ce qui va nous concerner un peu plus aujourd'hui, la partie Smart Ship et Smart Operation, qui a pour objectif de connecter le bateau et derrière, d'être capable d'identifier donc la performance du navire, de développer des modèles, et ces modèles qui eux-mêmes seront utilisés dans des outils de routage, par exemple. Alors, rapidement, les navires, puis je vais passer après au Smart Ship. Voilà, des idées de concept, hein, c'est un concept parmi d'autres qu'on étudie aujourd'hui. On fait un petit peu comme Airbus, on essaye de faire des concept ships où on teste en fait différentes technologies pour voir si l'assemblage de toutes ces technos est efficient, fonctionne correctement ou pas. On essaye de miser, nous, du coup, sur différents systèmes, notamment les propulsions véliques, hein. On pense que l'assistance vélique sera un gain significatif pour réduire la consommation des bateaux. L'intégration de nouvelles énergies, l'électrification, l'optimisation des designs, des propulseurs, l'optimisation aussi de la réduction de la traînée des bateaux avec des nouvelles peintures, l'injection d'air. Voilà, donc on travaille sur tous ces éléments-là. Et un élément qui est clé autour de tout ça, et on en a aussi parlé tout à l'heure, c'est la data. Et aujourd'hui, on ne peut pas optimiser un navire sans comprendre et sans connaître quel est son fonctionnement. Et malheureusement aujourd'hui, donc pour une flotte comme celle de CMA-CGM, on a nos bateaux en propriété, mais on a beaucoup de bateaux qui sont affrétés. On a des systèmes totalement hétérogènes quand ils existent.
Et donc, on a un énorme travail à faire sur le projet qu'on appelle du coup Smart Ship chez nous, pas très original, mais qui vise du coup à connecter les bateaux. Alors, la connexion, elle se fait à travers des capteurs à bord du bateau. Donc, on peut avoir plus de 1000 ou 5000 capteurs en fonction de la complexité des bateaux. Ces éléments-là sont remontés par une liaison satellitaire et envoyés sur un data lake propriété CMA-CGM. Et derrière, on développe plusieurs choses. On développe des dashboards qui sont utilisés dans le Fleet Center. Donc, on a une grosse tour de contrôle, là, notamment à Marseille, mais on a aussi des choses à Miami et Singapour pour avoir du H24. Et donc, cette tour de contrôle permet de suivre en fait la performance des navires en temps réel. Derrière, on a deux usages. On a la partie performance et la partie maintenance prédictive avec les risques associés, notamment de rupture d'équipement, de casse quelconque, d'anti-collision, etc., etc. Donc ça, c'est toute la surveillance un petit peu liée à la fois au risque et à la maintenance prédictive. Et puis la performance, donc c'est un sujet sur lequel moi je travaille particulièrement, où on essaye en fait de développer le digital twin énergétique du navire. Alors c'est pas le digital twin dont on parle classiquement en CAO, où on a la géométrie 3D du bateau, mais on parle vraiment du modèle énergétique, donc savoir comment le bateau réagit dans l'environnement. Et aujourd'hui, ben, ça reste, malgré tout ce qu'on essaye de faire en R&D, un sujet qui est complexe. Connaître la performance d'un navire dans la houle, on a très peu de capacité de faire ça en bassin de carène. Les modèles numériques, même les plus avancés, de type CFD, sont très longs, très complexes à mettre en œuvre et pas forcément très validés encore. Et à bord, être capable de mesurer les mouvements, c'est possible. Par contre, mesurer la houle incidente, c'est compliqué. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec l'Ifremer, notamment sur des sujets d'améliorer la prévision de la houle à proximité des bateaux, mais on est sur des modèles de prévision. Et puis les radars de houle qu'on a pu installer sur nos bateaux, c'est des équipements qui coûtent extrêmement cher, qui sont complexes à mettre en œuvre. Donc du coup, on a un vrai sujet qui est de connaître l'environnement autour du bateau. Et donc le travail que fait Eodine rentre dans ce cadre-là, puisque connaître le courant et connaître la houle autour du bateau est le seul moyen d'analyser la performance du bateau. Si vous ne savez pas quel est l'environnement autour du bateau, vous ne savez pas analyser la performance. Et cette analyse de performance, du coup, vous permet d'avoir ce fameux digital twin et permet, du coup, de faire du weather routing réellement de façon efficiente. Donc, beaucoup de gens parlent de routage environnemental, mais le vrai routage nécessite la très bonne connaissance de la performance du navire dans l'environnement. Et donc, on travaille, du coup, aujourd'hui énormément sur ces sujets. On est en train de monter un projet PSPC, notamment avec l'Ifremer aussi. Et il y a une collaboration qui a été annoncée récemment avec le CNES pour essayer de voir comment les satellites vont pouvoir nous aider dans cette quête de la connaissance de l'environnement autour du navire. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Erwan. Exemple là quand même de collaboration magnifique entre un leader mondial du transport maritime et puis une entreprise à la pointe de la technologie avec justement une belle adéquation entre un besoin et puis une prestation. C'est ce qu'on vient de voir là, typiquement. C'est ce qu'on vient de voir. Il y a quand même côté éolienne, un service qui reste à bâtir. On est vraiment sur la construction d'un service type Seawave, du service Seawave que je mentionnais. Par contre, effectivement, la technologie aujourd'hui de monitoring du courant est éprouvée et apporte contribution aux besoins de CMA-CGM pour connaître mieux l'environnement et améliorer la performance de ces navires. Et on le voit avec des incidences quand même très importantes. On l'évoquait notamment en termes d'énergie. Tout ce qu'on pourra gagner, grappiller sur l'énergie à l'échelle d'un groupe mondial, c'est tout d'un coup très important. Ouais, on est dans une. Alors je vais insister un tout petit peu là-dessus, mais la réglementation de l'OMI qui donc va arriver en 2023 et avec des points de passage du coup en 2030 et 2050 vise à réduire donc par navire de 70% l'énergie ou les émissions, on va dire, les émissions de gaz à effet de serre. Donc 70% de gains sur un bateau, je pense que tout le monde imagine bien qu'il va falloir faire des ruptures technologiques incroyables. Et à la différence du passé où les ruptures technologiques se sont faites avec un certain temps, on va dire, le temps de la capacité de les mettre en œuvre, là, on a un calendrier qui nous impose ces ruptures technologiques. Donc, c'est un challenge qui est totalement incroyable et qui devrait bouleverser, je pense, le trafic maritime dans les années qui viennent. À part des solutions techno, nous aurons la baisse de vitesse.
Et la baisse de vitesse sur des lignes, par exemple, qui sont en concurrence avec du camion, de l'aérien ou on va dire, du transport de marchandises fraîches, notamment, va poser un énorme problème. Voilà, donc il y a des enjeux environnementaux qu'il faut adresser, on est très satisfait de ça, mais derrière, il y a une réelle nécessité de collaboration technologique pour trouver des solutions qui n'ont pas été mises en œuvre jusqu'à présent. Et ça, il faut qu'on accélère très très vite, parce que ça va se jouer dans les 5 à 10 ans qui viennent, et les compagnies maritimes qui n'auront pas réussi à s'adapter à ces nouveaux challenges auront vraiment du mal à survivre dans les années qui viennent. Voilà. Bon, de gros challenges en perspective alors. Merci beaucoup Erwan Jacquin, CMA CGM, et puis Yann Guichou d'Eudil pour vos présentations.